Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents pour cette première conférence de la Haute Autorité de Santé dédiée aux recommandations sur l'accompagnement de la personne polyhandicapée. Alors, nous allons vous faire une présentation à 3 voix. Je vous présente donc Madame Laura Licard, qui est orthophoniste et qui était membre du groupe de travail. Je vous présente également Sophie Guénery. Elle est chef de projet au service recommandation. Et donc moi-même, Christiane Jambard, chef du service recommandation de la Haute Autorité de Santé. Alors, il va y avoir plusieurs temps. Dans le premier temps de ce webinaire, il y aura 20 minutes consacrées à la présentation des principes généraux, des recommandations, avec les messages essentiels et quelques exemples concrets. Vous aurez après une seconde partie qui sera un temps d'échange de 40 minutes environ. Et vous avez à la droite de votre écran l'onglet pour poser vos questions. Et donc, vous pouvez tout au long de la conférence poser ces questions. Alors, n'hésitez pas donc à les poser dès maintenant. Et puis, toute question qui porte sur des cas individuels ne sera pas traitée aujourd'hui. Alors, je vais vous rappeler quelques éléments de contexte. Donc, cette recommandation est inscrite dans le volet polyhandicap de la stratégie quinquennale de l'évolution de l'offre. Donc, elle s'articule avec le protocole national du diagnostic et de soins, le PNDS, qui est paru en mai 2020 et que vous trouvez également sur le site de la Haute Autorité de Santé. Donc, il concerne la prise en charge diagnostique et thérapeutique et le parcours de soins de la personne polyhandicapée. C'est également à mettre en articulation avec le cahier des charges concernant la scolarité des enfants polyhandicapés, pareil, qui est de 2020, avec également l'expertise de l'INSERM qui doit débuter là au début de l'année 2021. Et puis, je dirais un petit focus concernant les méthodes et les outils de communication, qui sont ces outils de communication pour la personne polyhandicapée, ce travail qui est mené par la CNSA et auquel nous avons contribué. Étant donné qu'il y a ce travail sur les méthodes et outils de la communication, le choix a été fait dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé de ne pas parler spécifiquement des outils. Je vais maintenant laisser Sophie Guénery vous présenter la définition du polyhandicap. Merci Christiane. Donc, il nous semblait important aujourd'hui de démarrer cette présentation en vous faisant un bref rappel de la définition. Donc, vous pouvez voir le schéma qui apparaît à l'écran et qui résume de manière schématique le polyhandicap, schéma issu des recommandations et que vous pouvez trouver dans le document. Donc, il s'agit d'une atteinte cérébrale précoce qui associe à la fois une déficience intellectuelle profonde et de graves perturbations de l'efficience motrice, perceptive et cognitive. Donc, ces recommandations de bonne pratique reposent sur cette définition du polyhandicap. Alors, il faut savoir que le polyhandicap, c'est un terme français et sa définition mérite d'évoluer au regard des données que l'on a, des données scientifiques qui sont disponibles actuellement, notamment par rapport aux troubles du neurodéveloppement. Alors, il faut savoir qu'il y a une réflexion qui est actuellement menée au sein de l'Europe pour essayer d'avoir un langage par rapport au polyhandicap. Et bien entendu, la France s'inscrit dans cette dynamique. Ensuite, sur l'organisation des recommandations, comme le format de ces recommandations sur le polyhandicap n'est pas exactement dans les formats habituels, on souhaitait vous en dire 2 mots aujourd'hui. Donc, à savoir que ces recommandations traitent bien du parcours de vie de la personne polyhandicapée, mais elles sont présentées en 6 documents distincts. Donc là, vous pouvez voir également la présentation à l'écran. Donc, ces 6 documents, en plus, à cela s'ajoute un préambule, mais les 6 documents par thématique sont la personne, actrice et citoyenne, les dimensions fonctionnelles, la santé, la vie quotidienne, les transitions et la fin de vie, et les professionnels et la famille. Donc, ce découpage permet aux professionnels de s'approprier plus facilement les recommandations. Et bien entendu, même si on a 6 documents, ces thématiques sont interdépendantes et ces recommandations sont bien à appréhender dans leur globalité. Merci beaucoup, Sophie. Alors, je tiens à préciser que ces recommandations ne sont en aucun cas des directives ou des injonctions, comme c'est souvent pensé. Elles reflètent, je dirais, un consensus et elles n'empêchent que le professionnel a son propre discernement
Et je dirais qu'il connaît l'accompagnement de la personne, il sait accompagner la personne polyhandicapée et donc il doit prendre ses recommandations comme un appui pour guider justement ses pratiques. Donc, je rappelle aussi que ces recommandations, elles sont élaborées, je dirais, avec un groupe de travail qui est composé de professionnels de terrain, de chercheurs, de familles, de parents. Et donc, on essaye d'avoir vraiment un groupe qui soit assez, qui représente un peu ce qu'il y a sur le terrain. Et puis, je dirais aussi que par rapport à ce groupe, après ça, il y a un groupe de lecture qui est aussi composé de différents professionnels, différents métiers. Et puis, quand nous élaborons des recommandations, au-delà d'associer les personnes, nous allons faire des visites sur site et donc nous allons rencontrer les professionnels, les personnes polyhandicapées. Et donc, nous essayons d'être au plus près du monde. Et puis après, il y a évidemment la littérature, une littérature scientifique. Et donc, tout cela nous permet d'élaborer des recommandations. Donc, je peut-être oublié de vous dire aussi que pour ce travail, il y a un appel à contribution. Donc, l'appel à contribution, c'est une enquête qui est lancée sur le site pour les professionnels, pour les familles. Et comme ça, vous voyez qu'il y a un très gros matériau, quelque chose de très large, pour contribuer à l'élaboration de ces recommandations. Alors, nous allons passer maintenant à la partie avec des exemples. Et donc, je vais des exemples, les messages essentiels, et je vais redonner la parole à Sophie. Merci, Christiane. Donc oui, on va vous présenter quelques messages essentiels aujourd'hui. Alors, on aurait pu vous en présenter plein d'autres. Il y en a beaucoup, des messages essentiels concernant ces personnes. On en a sélectionné quelques-uns, donc qu'on vous présente aujourd'hui. Le premier, avec lequel on va démarrer, c'est sur la personne elle-même, sur le fait que la personne polyhandicapée est une personne à part entière, actrice et citoyenne. Et malgré ses limitations fonctionnelles et ses modalités de communication qui lui sont propres, eh bien, la personne doit toujours être considérée comme l'interlocuteur principal. On sait très bien que pour permettre à cette personne d'avoir un accompagnement adéquat et personnalisé, les équipes, les familles doivent communiquer entre elles, mais chacun doit garder à l'esprit que finalement l'interlocuteur principal, c'est bien la personne et que c'est à elle qu'on doit fournir les informations, on doit lui expliquer ce qui se passe, l'accompagnement qui est mis en place, tout simplement pour qu'elle puisse comprendre ce qui se passe. Et puis si on veut qu'elle soit une personne à part entière et qu'elle soit actrice, ça commence par là. Ça passe également par la co-construction de son projet personnalisé. Donc, tout simplement, ça veut dire qu'on ne va pas construire son projet pour elle, mais on va le construire avec elle. Et donc, pour cela, il faut tenir compte de différentes choses. D'abord, des caractéristiques personnelles. Par exemple, si je suis devant un enfant, un adolescent, un adulte ou une personne en situation de handicap vieillissante, je ne vais pas m'adresser à cette personne de la même manière. Ça veut dire également qu'on va prendre en compte ses compétences, ses potentialités, besoins, souhaits, centres d'intérêt et refus. Et donc, il est important de prendre en compte les refus et de ne pas insister si la personne ne veut pas faire telle ou telle chose et même essayer de comprendre pourquoi. Et puis, ça veut également dire qu'on va prendre en compte son environnement. Et là, par exemple, ça va passer par ses relations, les relations sociales, familiales ou même encore affectives, plus largement son cadre de vie. On sait, les personnes polyhandicapées, et ça a souvent été dit au sein du groupe de travail, sont très sensibles à leur environnement. Donc, il est important de prendre en compte leur environnement, leur cadre de vie, et puis les activités qu'elles aiment faire ou non et qu'elles souhaitent faire ou non. Donc, pour favoriser cette participation, bien entendu, il faut favoriser son expression, il faut réussir à communiquer avec la personne. Et donc là, je ne détaillerai pas cette thématique aujourd'hui parce que Laura Licard va vous en parler beaucoup mieux que moi dans quelques minutes. Mais en tout cas, en tant qu'accompagnant, ça veut dire adapter sa posture. Donc, c'est des choses toutes simples, mais par exemple, en l'écoutant, en prenant le temps d'écouter la personne, en dialoguant avec elle, en lui montrant qu'on a confiance en elle, ça c'est très important, et en valorisant ses initiatives personnelles, aussi petites soient-elles, mais en tout cas en valorisant ce type d'initiative. Donc voilà pour le premier message essentiel que l'on souhaitait partager aujourd'hui avec vous. Je vais continuer par un deuxième message essentiel qui est la place de la famille. Cette famille qui est experte et qui est à considérer comme une partenaire. Vous le verrez, on a une partie à part entière dans les recommandations qui est dédiée à l'accompagnement de la famille, mais sa place et son rôle sont rappelés tout au long des documents. Et le groupe de travail, je tiens à le préciser, y a été particulièrement sensible tout au long de ce travail. Donc, pourquoi cette place ? Tout simplement parce que la famille détient une expertise de son proche, de son enfant,
quel parent n'est pas le mieux placé pour comprendre si l'enfant va bien ou pas bien. Et donc, ça veut dire qu'elle connaît ses comportements, les signes. Donc, quand son enfant va bien, est confortablement installé, quand il est content de faire quelque chose ou non, ou au contraire, quand quelque chose ne va pas. En général, les parents arrivent tout de suite à voir un petit signe, quelque chose qui va montrer que soit l'enfant, enfin cette personne est mal installée ou n'est pas bien, ou même jusqu'à ressentir une douleur. Elle connaît également ses modalités de communication. En général, les familles arrivent à développer même parfois des modalités qui leur sont propres avec leur enfant. Et puis, bien entendu, elle connaît son histoire, son parcours de vie et les différentes expériences qu'elles ont pu vivre avec leurs proches ou leurs enfants. Et donc, cette expertise, finalement, elle est indispensable et elle est absolument à prendre en compte pour accompagner la personne au plus près de ses besoins et de ses souhaits. Alors des fois, c'est vrai quand on travaille avec les professionnels et les familles, on peut entendre des fois les professionnels dire oui, les familles sont un peu contre nous, c'est pas toujours évident, etc. Et finalement, quand on discute avec les familles, on s'aperçoit que elles, ce qu'elles souhaitent, c'est être informées de ce qui se passe et pouvoir participer à l'accompagnement de leur enfant. Donc finalement, à partir du moment où on leur permet de savoir ce qui se passe, on leur permet de pouvoir être auprès de leurs proches quand elles le souhaitent, et en général, ça se passe assez bien. Et donc les relations sont meilleures, sont plus fluides, et puis c'est plus agréable à la fois pour les professionnels et les familles. Et puis finalement, je dirais que la grande gagnante dans cette histoire, c'est la personne elle-même. Quand tout se passe bien autour d'elle, et comme on vous le disait tout à l'heure, elle est très sensible à son environnement, et finalement, c'est pour elle que c'est gagnant et l'accompagnement s'en trouve fluidifié et meilleur. Donc la famille doit vraiment être considérée comme un partenaire de l'équipe pluridisciplinaire et son expertise est à croiser à celle des professionnels. Merci beaucoup, Sophie. Alors, je vais continuer justement ce croisement et évidemment parler des professionnels, parce qu'on est parti de la personne polyhandicapée, la famille et maintenant les professionnels. Vous dire que effectivement les professionnels ont des réelles compétences. Donc ces compétences, elles sont soit acquises par le terrain, l'expérience, l'expertise du terrain, avec le contact, je dirais, direct avec la personne polyhandicapée et aussi avec la famille et ce que peut apporter aussi les formations. Donc je dirais que ces compétences-là, elles sont vraiment à mettre en valeur par l'établissement et je dirais plus par l'organisation. C'est-à-dire qu'à un moment, ce qu'on pourrait proposer, c'est de faire un diagnostic de ces compétences et pouvoir échanger entre professionnels. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que souvent, quand on est dans le faire, dans la rapidité du faire, on oublie de regarder un petit peu de ses compétences, faire ce diagnostic pour pouvoir voir s'il y a des compétences à améliorer et d'autres à acquérir. Donc, tout ça, toutes ces compétences, je dirais que voilà, ça se travaille en permanence. Et, si on travaille les compétences, on travaille forcément la posture du professionnel. Cette posture, elle est à travailler. Elle est, je dirais, elle est constamment en mouvement. Et c'est pour travailler cette posture, il faut avoir des espaces et des espaces de réflexion. Et que ces espaces de réflexion qui se nourrissent de l'expérience et de ce qui est vécu au quotidien doivent être portés par l'organisation, par la direction de l'établissement. Quand je dis ça, c'est qu'il est impératif aujourd'hui que les professionnels aient des espaces pour cette réflexion éthique, pour qu'elle puisse émerger. Il faut qu'il y ait des espaces, donc je dirais les espaces d'analyse de la pratique, les espaces également de supervision. En tout cas, il faut que ces espaces soient existants et qu'ils soient connus des professionnels. Et puis des espaces aussi où on peut inviter la famille pour échanger sur certaines thématiques. En tout cas, je dirais que le terrain, là où travaillent les professionnels dans l'accompagnement de la personne polyhandicapée, c'est très, très important que tous ces espaces soient mis en exergue pour les familles, pour les professionnels et évidemment pour la personne polyhandicapée. Ensuite, je dirais qu'au-delà de ce soutien, il faut que l'établissement s'inscrive sur son territoire. Aujourd'hui, nous savons qu'un établissement, je prends l'exemple d'un établissement qui ouvrirait ses portes dans une région, il est important qu'il connaisse un petit peu les différents acteurs qui sont sur son territoire et qui puissent se présenter, ces différents acteurs, et qui puissent présenter non pas seulement ce qu'il fait, mais qui l'accompagne et plus spécifiquement qui est la personne polyhandicapée. Tout ça, c'est important, ça se fait il faut du temps. Il faut du temps, il faut un dialogue, il faut des échanges pour pouvoir faire cela. Je dirais, par exemple, je prends l'exemple de l'hôpital. Si vous arrivez sur un territoire et qu'il y a un hôpital à côté et que vous n'avez pas pris contact avec ce territoire,
au-delà de la convention, s'il n'y a pas de convention, mais que personne ne sait que vous êtes là et que vous arrivez un jour en urgence avec une personne polyhandicapée, souvent, il sera reproché, on vous dira non, on ne peut pas la prendre en charge et c'est dramatique parce qu'on ne sait pas. Donc, quelque part, là, ce qu'on demande, c'est plutôt construire des partenariats avec les acteurs qui devront être en contact avec la personne polyhandicapée. Ça, c'est vraiment primordial. Puis je dirais, je prends l'autre exemple, il y a dans certains territoires des établissements qui ont une balnéo, et c'est tant mieux. S'ils ont une balnéo, peut-être qu'ils peuvent l'ouvrir à d'autres personnes, à des familles qui auront leur enfant polyhandicapé qui sera au domicile et qui ne sera peut-être pas pris en charge. Donc, tout ça, ça se crée dans un partenariat. En tout cas, l'ouverture de l'établissement sur son territoire, c'est vraiment quelque chose de très, très important aujourd'hui. Et puis, ça aide aussi le professionnel, je dirais, dans son soutien, à ne pas se sentir seul dans la prise en compte de la personne polyhandicapée, mais être inscrit sur un territoire. Je vais maintenant laisser Laura vous présenter la partie communication et la vie quotidienne. Merci Christiane. Donc bonjour à tous. Donc oui, je vais vous faire un petit focus sur la partie communication. On le sait, la communication dès le plus jeune âge, elle est indispensable, aussi bien pour l'expression des besoins de la personne, de ses émotions, de ses souhaits, que pour les interactions sociales, notamment avec ses pairs. Ainsi, il ne faut pas envisager la communication seulement comme l'accès à un outil, mais bien comme un accompagnement au développement de la personne en tant qu'interlocuteur, en tout premier lieu, mais aussi en tant que citoyen et décideur. Ça revient à ce qu'a dit Sophie tout à l'heure. L'évaluation de la communication, elle va alors s'envisager d'une part sous ses aspects aussi bien verbaux que non verbaux. On le sait bien, les personnes polyhandicapées, elles sont souvent très limitées dans leurs possibilités d'expression verbale, mais leurs compétences en communication non verbale sont très riches. Encore faut-il apprendre à les déceler et surtout prendre le temps de déceler ces interactions. D'autre part, il serait indispensable de ne pas se limiter à une évaluation de leurs compétences en expression, mais aussi bien de faire le bilan de leurs compétences en compréhension, puisque celles-ci sont la plupart du temps plus performantes. L'amélioration des compétences en communication, elle doit s'inscrire le plus tôt possible dans le projet de l'enfant. Parce qu'on le sait, la communication, c'est le levier de tous les apprentissages. Et justement, il faut bien avoir en tête que l'acquisition de nouvelles compétences, elle est possible tout au long de la vie. Et ça aussi, on a beaucoup insisté au sein du groupe de travail sur l'importance de l'acquisition de nouvelles compétences tout au long de la vie. Dans cette perspective, il faudra alors qu'on détermine les outils de communication qui sont adaptés à chaque personne et surtout les réévaluer régulièrement. C'est également primordial que l'utilisation de ces outils soit formalisée en cas de changement de structure, notamment quand la personne passe d'une structure enfant à une structure adulte. En effet, ça a été un constat du groupe de travail de se dire que souvent, quand des outils étaient mis en place dans des structures enfants, elles ne suivaient pas forcément dans la structure adulte. Et comme pour toutes les évaluations fonctionnelles, c'est-à-dire celles qui concernent la communication et les habiletés sociales, la cognition, les apprentissages, la sensorialité, la motricité, le groupe de travail a insisté sur le fait qu'elle nécessitait une observation partagée. Tout à l'heure, Sophie a bien développé la place de la famille et le groupe de travail était assez d'accord pour dire que, enfin, pas assez d'accord, était complètement d'accord, puisqu'il y avait tous les corps de métier qui étaient représentés sur l'observation partagée et cette importance-là. En effet, à n'importe quel âge, c'est pas envisageable de formaliser un projet à partir d'une évaluation qui est monodisciplinaire. C'est au contraire indispensable de recueillir les observations des professionnels et de la famille, les évaluations de l'orthophoniste, de l'ergothérapeute ou d'autres professionnels de santé, psychomotes, etc., les souhaits et les refus de la personne autant que possible. Il ne faut pas oublier que dans les interactions avec les personnes polyhandicapées, s'y mise souvent une grande part d'interprétation. Or, pour que cette interprétation soit la moins approximative possible, il est primordial d'impliquer le maximum d'acteurs autour de la personne. Donc, c'est pourquoi les évaluations fonctionnelles sont indispensables pour identifier les habiletés existantes sur lesquelles on va s'appuyer et qui permettront de mettre en œuvre des stimulations, des apprentissages et une adaptation de l'environnement. À partir de ces évaluations, et plus particulièrement celles de la communication et des habiletés sociales, l'équipe, alors là toujours dans la reco, idéalement coordonnée par l'orthophoniste et l'ergothérapeute, en partenariat avec la personne et la famille, pourra alors formaliser le projet individuel de communication. Ce PIC, ce projet individuel de communication, il sert à mettre en évidence, en premier lieu, les potentialités de la personne, puis les objectifs à atteindre à différentes échéances. Et c'est aussi important de formaliser, de fixer ces différentes échéances et les outils à mobiliser pour y parvenir. Attention, quand on parle d'outils de communication adaptés, on a souvent tendance à visualiser un outil spécifique de communication améliorée et alternative. Alors, c'est évidemment l'objectif premier,
Mais nous avons aussi tenu dans la recommandation à préciser que ces outils au sein des structures, ça pouvait être par exemple ce qu'on appelle les passeports de communication pour permettre à quelqu'un, alors quelqu'un comme un remplaçant, Christiane en parlait à un instant lors d'une visite à l'hôpital, enfin en tout cas quelqu'un qui ne connaît pas la personne polyhandicapée, ça lui permettra de comprendre ses mimiques, ses signes, ses réponses. Quand il lève les yeux, ça veut dire ça. Quand il ferme les yeux, ça veut dire ça. Et que la personne qui est en face d'elle puisse comprendre et que la personne puisse être autonome par rapport à ça. Ça peut être aussi, par exemple, un cahier de vie. On a souvent tendance à voir les cahiers de vie comme uniquement des biographies. Mais en fait, ce cahier de vie qui va résumer l'entourage proche de la personne, des événements marquants, ils permettent aussi de porter une discussion, de supporter des échanges avec la personne et des interactions avec elle. Ça permet de jouer sur les expressions faciales, sur les mimiques et sur tout ce qu'on a vu au début en termes d'échange avec les personnes polyhandicapées. Et de façon plus collective, les établissements, ils font déjà pas mal de choses très bien, notamment par exemple quand je pense aux emplois du temps qui peuvent être mis à l'entrée des unités de vie. Alors, c'est un résumé effectivement de l'emploi du temps de la semaine ou de la journée, peu importe, mais on peut aussi le voir comme un support d'échange et envisager par exemple un rituel d'échange entre les différents résidents de l'unité pour la communication. Enfin, et là encore, tout aussi bien pour l'évaluation que pour la mise en œuvre, le groupe de travail a insisté sur la nécessité d'un cadre qui soit à la fois stimulant et rassurant. Donc, ça veut dire une installation physique confortable, un environnement sonore et visuel qui tient compte des troubles sensoriels de la personne, des mises en situation variées, aussi bien au niveau du lieu géographique que des interlocuteurs. Donc, par exemple, ça peut être aussi bien sur un tapis au sol avec ses pairs, assis dans son fauteuil dans le bureau de l'orthophoniste, dans un couloir en croisant des professionnels d'une autre unité. Enfin, ça peut être plein de stimulations diverses. Merci beaucoup, Laura. Pour terminer, Laura, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la vie quotidienne? Oui, on parlait à l'instant de créer des temps d'interaction, mais évidemment, tous les actes de la vie quotidienne, l'habillage, le coucher, le lever, la toilette, tout ça aussi, ce sont des supports essentiels de la communication. Et pour que ceci se passe au mieux, là encore, une fois, l'observation partagée est indispensable, avec une place particulièrement importante de la parole de la famille. On l'aura compris, hein, cette observation partagée, c'est vraiment un message clé qu'a voulu mettre en avant le groupe de travail. Et pour tous les actes essentiels, il faut tenir compte des aspects moteurs, sensoriels, cognitifs, qui limitent et ceux qui facilitent. Mais il est primordial aussi de tenir compte des goûts, des préférences et des inconforts de la personne. Par exemple, si je prends le temps du repas, évidemment, il faudra tenir compte des aspects sensoriels et moteurs qui peuvent, par exemple, induire une dysphagie et donc limiter les possibilités alimentaires de la personne. Mais ce sera tout aussi important de tenir compte des goûts de la personne. Donc, par exemple, si je prends une personne qui est en texture modifiée et qui n'aime pas les petits pois, c'est pas parce qu'au menu du jour il y a de la purée de petits pois et que c'est le mixé qui est son aliment, la recommandation de texture pour cette personne, qu'on va obligatoirement lui donner de la purée de petits pois si c'est pas ce qu'elle aime. Et puis aussi, quand on parle de préférence, toujours sur le temps du repas, on le sait, certaines personnes polyhandicapées ont vraiment beaucoup plus de facilité à manger avec certains aidants, certains professionnels. Ben là aussi, s'ils refusent de manger avec des professionnels et qu'ils préfèrent un autre professionnel, c'est certainement pour des raisons de confort et de sécurité qu'ils ressentent. Et là aussi, les choix doivent être respectés. Et ça a été indiqué dans les recommandations. On l'a vu pour la communication tout à l'heure, mais c'est évidemment valable pour tous les temps du quotidien. L'environnement est à mettre en lien avec le cadre de vie et l'habitat de la personne. Celui-ci doit être sécurisé, sécurisant, chaleureux et confortable. Cependant, la vie quotidienne d'une personne polyhandicapée, elle ne doit pas se résumer aux actes essentiels. En effet, toutes les activités plaisir, c'est-à-dire les vacances, les transferts, les sorties, ils contribuent aussi au développement de la personne, sur le plan social évidemment, mais aussi sur le plan cognitif, sur le plan communicationnel, sensoriel, moteur, émotionnel. Donc, elles permettent de diversifier son environnement, ses échanges, ses interactions avec les autres. Ça permet aussi tout simplement de diversifier les autres. Et ça, à l'inverse, ça contribue à l'inclusion sociale des personnes polyhandicapées et au regard qui est porté sur elles. Et donc, ça facilite aussi sa place de citoyen. Merci beaucoup, Laura. Oui, alors, là, maintenant, nous allons vous laisser la parole. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent.
Donc, nous allons essayer de répondre à toutes les questions. Évidemment, celles auxquelles nous ne pourrons pas répondre, évidemment, il y aura une FAQ qui sera mise en ligne et nous essaierons de répondre le plus rapidement possible. Sophie, est-ce que tu vois une première question à laquelle tu peux répondre? Oui, par exemple, je vois une question qui arrive là sur la scolarisation des enfants polyhandicapés en demandant si elle est soulevée dans les recommandations. Donc oui, bien entendu, on a fait une petite partie sur la scolarité des enfants polyhandicapés. C'est dans la recommandation, donc dans le livret qui porte sur les domaines fonctionnels. Je crois que c'est après cognition et apprentissage. On a une partie sur la scolarisation de ces enfants. Donc après, avec certains points évoqués. Mais c'est vrai que ce qu'il faudrait dire, c'est de ne pas avoir une approche scolaire comme on l'entend de manière générale pour un enfant, si on peut dire neurotypique, c'est-à-dire que c'est plus avoir en tête une démarche un petit peu d'inclusion de l'enfant, avoir une vie sociale, lui permettre des échanges. Donc après, bien sûr, avec un environnement adapté, avec des activités qui seront adaptées, mais en tout cas, oui, davantage voir le côté participation, le côté vivre ensemble de ces enfants. Donc voilà ce que je pouvais dire, mais donc vous pourrez voir qu'il y a quand même une partie sur cette thématique-là au sein des recommandations. Et on a essayé aussi, d'être en lien avec le cahier des charges qui est sorti au moment où ça arrivait en fin de recommandation, puisque c'était pendant l'été, fin de printemps ou début d'été 2020. Donc là, la recommandation se finalisait, et donc on a essayé d'être d'être cohérent avec ce qui était précisé dans ce cahier des charges sur ces unités d'enseignement d'enfants polyhandicapés. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Pardon, j'étais sur la personne, la définition, on demandait si la personne est en situation de handicap ou bien personne en situation de polyhandicap ou bien personne polyhandicapée. Je disais qu'il y avait eu pas mal de débats au sein du groupe et qu'on avait tranché, c'est-à-dire qu'on n'était pas en situation de quelque chose, mais que la personne était vraiment polyhandicapée. Donc ça, je pense que ce sont d'éternels débats. Nous, on est parti sur personnes polyhandicapées, mais je sais qu'il y a encore des personnes qui disent personnes en situation de handicap. Et puis, je dirais que quelque part, on a collé aussi à la définition qui parle bien de personnes polyhandicapées. Moi, j'en ai vu une qui posait la question des outils et ce qu'il en était de tout ce qui était intensif. On dira aujourd'hui, on vous a parlé de la partie évaluative. Les évaluations fonctionnelles sont très, très importantes. On ne peut pas mettre en place n'importe quel type de communication pour une personne si on n'a pas fait les évaluations. Donc, je dirais qu'il faut être prudent, que tout ça se travaille avec les évaluations. Et c'est les évaluations qui voudraient quel type de communication mettre en place. Et quand je dis sur tout ce qui est communication, je dirais, augmentée, etc., c'est en fonction de l'évaluation qu'on a faite. Donc, il ne faut pas... Je dirais, attention à ne pas jouer aux apprentis sorciers. Il faut se faire accompagner pour faire ces évaluations. Et après, pour une personne polyhandicapée, il pourrait être mis en place, par exemple, une communication avec peut-être des outils spécifiques et ça sera vraiment propre à cette personne, ça sera dans son projet personnalisé. Après, pour une autre personne polyhandicapée, il pourrait être mis un autre type de communication et donc je dirais qu'à chaque fois, là l'histoire du projet personnalisé, il prend vraiment tout son sens parce que d'une personne à une autre, ça ne sera pas les mêmes évaluations et selon le contexte de vie va certainement jouer et puis je dirais, là encore, on vous parlait de la famille, c'est la famille peut avoir développé aussi un outil de communication qui sera à prendre en compte par les professionnels qui accompagnent la personne. Il y a une question aussi sur les outils et les professionnels qui peuvent évaluer ces compétences. Alors, nous avons fait le choix, Christiane, tu m'arrêtes si je me trompe, mais nous avons fait le choix au sein du groupe de travail de ne pas détailler les outils, d'autant plus que là, il y a un travail qui est en cours à la CNSA sur les outils justement d'évaluation. C'est bien ça, Christiane? Et quant aux personnes, aux professionnels, j'aurais tendance à dire que ça va dépendre principalement des professionnels déjà disponibles sur place et puis du type d'évaluation qui va être menée. Mais on a bien évoqué, et là j'en ai parlé déjà tout à l'heure, pas mal de l'importance de l'observation partagée. Là, je vois que le CHESEP est cité, et là, dans le CHESEP, justement, l'objet du CHESEP, c'est bien une observation à la fois des professionnels, de la famille, et puis
si possible, coordonné par un ou une orthophoniste. Mais de toute façon, pour la mise en place ou pour l'évaluation, quoi qu'il arrive, une évaluation de l'ergothérapeute, une évaluation de la psychologue, une évaluation du psychomote, une évaluation de l'orthophoniste, plus on sera nombreux. Et puis évidemment, les professionnels qui travaillent tous les jours avec les personnes. Je vais prendre mon exemple parce que je suis orthophoniste et je suis orthophoniste en libéral et j'interviens dans des structures. Évidemment, je ne peux pas être là pour tout le monde et je ne peux pas évaluer forcément tout le monde. Et j'ai besoin des équipes pour continuer, pour savoir exactement de quoi les résidents ont besoin. Et j'ai besoin aussi de l'approche de la famille pour pouvoir élaborer un plan de communication qui soit le plus complet possible. Donc, je reviens sur l'histoire de l'observation partagée. Il y a trop de choses à évaluer et trop d'éléments à prendre en compte pour faire une évaluation monodisciplinaire. Alors moi, j'ai vu des questions qui étaient posées sur un partenariat avec un EHPAD, par exemple. Et j'ai vu aussi des questions qui concernaient la formation. Oui, effectivement, on parlait de ces partenariats qui étaient possibles. Je dirais que le partenariat, ça se construit. C'est pas, c'est pas inné. Et, en France, ça l'est encore moins, je dirais. Partenaire, c'est un mot anglais, c'est pas français. Il y a toute une construction. Ce que je dirais que c'est important pour le construire, ce partenariat, de faire rentrer, on le dit dans les recommandations, mais là je vous le redis, de faire rentrer aussi les professionnels des EHPAD, par exemple, dans l'établissement. Il y a une vraie méconnaissance des publics. Et c'est un petit peu la peur de l'autre, je dirais. Donc, c'est important à chaque fois que vous puissiez aussi inviter à visiter, à expliquer, la personne polyhandicapée que vous accompagnez. Et puis aussi, ces allers-retours vont permettre aussi, les échanges vont permettre vont faire en sorte que le partenariat se construise. Par contre, pour qu'il se construise correctement, il faut aussi qu'il y ait une envie. Enfin, je dirais qu'il ne faut pas oublier, on n'est pas là devant une convention qu'on remplit et on signe, on coche des croix, ce n'est pas du tout ça. S'il y a une envie des deux côtés, ça peut se construire. Si à la base, on impose quelque chose, enfin, je ne vois pas comment ça serait possible de construire. Donc ça, le partenariat, je parle d'une construction. Et j'ai vu une question qui concernait la formation et qui faisait une comparaison avec le plan autisme. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses avec le plan autisme, il y a eu des avancées considérables et donc peut-être qu'il y a quelque chose de plus visible, mais je trouve que quand même pour le polyhandicap, il faut, vous voyez bien aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de monde inscrit là pour ce webinaire. Donc, je dirais que n'oubliez pas que les premières recommandations autisme, elles ont commencé en 2012. Donc, je dirais que pour le polyhandicap, la Haute Autorité de Santé vient d'élaborer les premières recommandations en 2020. Donc, pour moi, il faut vraiment le voir comme le début de quelque chose et qu'il y a des formations. Plus on va aller sur des évaluations fines qui concernent la communication, qui concernent des évaluations pour, je dirais, la sensorialité, etc., plus on va avoir des formations qui iront en lien avec les recommandations. Donc, je dirais qu'il faut aussi prendre son bâton de pèlerin et puis chercher un petit peu ce qu'il y a. Mais oui, je pense que dans l'avenir, il y aura beaucoup plus de formations qui concernent le polyhandicap et que là, on est au début de quelque chose. Je voyais, simplement pour apporter une petite précision sur la thématique de la vie affective et sexuelle des personnes polyhandicapées. Cette thématique n'a pas été traitée dans cette recommandation parce qu'une recommandation est en cours d'élaboration au sein de notre direction, pas spécifique au public en situation de handicap, mais bien transversale, donc sur les différents secteurs de notre direction, à savoir les personnes âgées, la protection de l'enfance, les personnes en situation de handicap. Donc c'est une recommandation là qui débute. C'est pour ça que cette thématique n'a pas été traitée dans la recommandation sur l'accompagnement des personnes polyhandicapées spécifiquement. Et donc cette recommandation, alors si tout va bien, il me semble qu'elle sera publiée second semestre 2022. Christiane, oui, c'est
si tout va bien à peu près, quoi. Voilà, second semestre 2022. Donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui concernaient l'accès aux soins. Et donc, oui, il y a eu des recommandations sur l'accès aux soins. Une recommandation de la Haute Autorité de Santé qui concernait handicap et accès aux soins. Aujourd'hui, on sait comment c'est compliqué. On sait aussi la peur pour les familles et pour les professionnels de laisser une personne polyhandicapée seule à l'hôpital, je dirais, avec, je dirais, sans savoir comment elle fonctionne, quelles sont voilà, ses habitudes de vie, ça fait peur. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils qui sont construits, d'outils qui sont donnés à l'hôpital. Et puis, moi, je rappelle que dans cette recommandation où on vous mettra le lien, il est bien dit que les parents peuvent accompagner et peuvent rester dormir auprès de la personne polyhandicapée. Et ça, c'est très, très important. Je pense qu'on ne peut pas laisser une personne qui a des difficultés de communication, qui ne peut pas voilà, s'exprimer correctement dans un hôpital toute seule, et c'est normal que ça fasse peur. En tout cas, sur l'accès aux soins, on sait que c'est compliqué, c'est vrai qu'on parle de partenariat, c'est vrai que c'est un travail, je dirais que ça se construit, qu'il faut beaucoup d'échanges, que les choses sont en train de changer, que plus les établissements aideront aussi les familles à être sur le territoire, et plus les familles seront accompagnées, mieux ça se passera pour les personnes polyhandicapées. Donc oui, il faut du temps. J'ai vu 2 ou 3 questions qui concernaient les budgets et est-ce que la Haute Autorité de Santé pouvait aider concernant les salaires. Ce n'est pas notre rôle d'accompagner les salaires, je vais être franche avec vous. Tout ce qui concerne le salaire, le prix de journée pour une personne handicapée, c'est pas nous. Ce qu'on fait, c'est que, quand je dis on recommande, on essaye de vous donner une façon de vous accompagner vers une amélioration des pratiques. Et dans cette amélioration des pratiques, je pense qu'il y a une vraie réflexion qui est faite. Et puis, s'il y a des besoins de budget, je dis souvent, les besoins de budget, c'est souvent inscrit dans les CEPOM, mais c'est pas nous dans les recommandations. C'est une partie normalement qui devrait s'articuler avec nos recommandations, mais on ne le traitera pas directement dans les recommandations. Une question sur le fait que la HAS recommande à des organismes de formation pour la sensibilisation des personnels aux recommandations polyhandicap. Donc, ce ne sont pas nos cibles prioritaires, les organismes de formation. Nous, on s'adresse avant tout aux professionnels du social et du médico-social, mais on les a quand même mis aux personnes que ça pouvait intéresser. Si vous regardez le préambule, donc je ne sais pas à quel moment j'ai été coupée, en tout cas pour dire que ces organismes de formation ne font pas partie des destinataires premiers, puisque ce sont les établissements sociaux et médico-sociaux, mais on les a mis quand même dans la liste d'acteurs que ça pouvait intéresser, donc essayer de sensibiliser un public plus large. Après, on sait très bien que au sein des associations, voilà, les recommandations essaient de vulgariser. Excusez-moi, cette coupure m'a un petit peu déstabilisée. Mais en tout cas, voilà, je voulais dire que ce n'était pas forcément les destinataires prioritaires de ces recommandations. Alors moi, je vais vous parler un petit peu. Alors, j'ai vu pas mal de questions qui concernaient l'inclusion et une question notamment nous faisait une réflexion sur l'inclusion à tout prix. Effectivement, il faut faire attention. Il faut faire attention. L'inclusion, elle n'est pas à tout prix. Quand on parle d'évaluation, les évaluations, c'est pas rien et c'est pas pour embêter les professionnels du médico-social, mais c'est vraiment pour ajuster le type d'accompagnement et voir ce qui est nécessaire pour la personne polyhandicapée. Donc, une inclusion, il faudrait voir comment elle se fait, comment elle se produit. Elle n'est pas simple, elle doit être pensée, en tout cas, elle est à mettre en réflexion. Je dirais que quand on parle aussi à un moment, vous avez dû entendre parler aussi de la désinstitutionnalisation des établissements. Alors, c'est un mot qui a fait vraiment peur. C'est pas désinstitutionnalisation, c'est plutôt une autre façon de penser l'établissement avec une ouverture sur le territoire. Aujourd'hui, il y a d'autres façons d'habiter. On est dans une vraie réflexion sur le collectif, parce que le collectif, je dirais que ça appartient à une époque, et ce collectif, il a montré aussi ses limites. Vous le voyez bien avec ce qui se passe dans les EHPAD et dans plusieurs établissements du social et médico-social. Donc, une inclusion, ça serait déjà, je pense, la première étape de l'inclusion, ça serait déjà penser l'établissement autrement et aller vers. Est-ce que les professionnels sont vraiment attachés à l'établissement ou bien est-ce que les professionnels, comme le disait la loi 2002, qui sont
pour être avec l'usager qui est au cœur du dispositif. Donc déjà, rien que là, on avait une réflexion à avoir sur une inclusion. Si l'usager est au cœur du dispositif, eh bien, je dirais que là où il est, je l'accompagne. Donc, ça veut dire que là, il y a une petite mobilité qui doit s'opérer. Et vous savez, pendant la crise actuelle du Covid, de la Covid-19, il y a eu cette réflexion, est-ce que les professionnels peuvent aller au domicile des familles? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Donc, pour moi, on est vraiment dans un virage, dans ce virage inclusif. Il y a des choses qui sont à prendre en compte. En tout cas, il ne faut pas que le professionnel ne s'interdise, je dirais, d'aller là où est la personne. Donc, ne pas s'interdire, ça veut dire, quelque part, mettre l'établissement un petit peu derrière et mettre la personne au centre et puis réfléchir à partir de la personne. Je vous assure que ça change, je le dis comme ça a l'air très simple, mais ça change quand même la façon d'accompagner une personne polyhandicapée. Voilà, je voulais répondre à cette question de l'inclusion parce que je pense qu'elle traverse beaucoup les pratiques, il y a une vraie interrogation et je pense que cette inclusion, elle est possible. Et finalement, si on part du choix, des choix de la personne, des choix aussi de la famille, eh bien, on penserait peut-être plus à quelque chose d'inclusif, mais je dirais, mais attention, il ne faut pas le faire à marche forcée. Sur la formation, je ne sais pas, il y a eu pas mal de questions sur la formation. Je dirais que il ne faut pas oublier que les personnes qui ont été formées, les professionnels, il faut savoir aussi faire un partage d'expérience. Je ne dis pas qu'un établissement va former tout le monde aujourd'hui à toutes les pratiques, mais en tout cas, il y a des professionnels, je parlais tout à l'heure de compétences, les compétences qui sont acquises en formation aussi, il faut savoir aussi comment on peut à un moment capitaliser toutes ces expériences, toute cette richesse de la formation et l'échanger avec d'autres professionnels et surtout accueillir de nouveaux professionnels qui arrivent. Alors, je vois une question qui nous demande s'il y avait des pédiatres dans le groupe de travail, évaluateur diagnostic suivi des enfants en situation. Non, il n'y avait pas de pédiatre dans le groupe de travail. Je ne sais plus, il faudrait que je regarde s'il y en avait dans le groupe de lecture. En tout cas, oui, sur cette question, le pédiatre, évidemment, a un rôle à jouer, un rôle à tenir, je dirais même, qui est important. Et je dirais qu'on est sur les évaluations qu'on a mis, qu'on vous met en exergue dans les recommandations, elles concernent plusieurs professionnels. Hein. Je suis prudente et je dirais que dans ces évaluations, le pédiatre a certainement une place à avoir. Je dirais que, pareil, au niveau des soins dentaires, on a vu aussi comment c'était important d'avoir ces évaluations concernant le suivi dentaire et puis je dirais sur la sensorialité, sur l'ergothérapeute. En tout cas, voilà. Ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est qu'on est dans un modèle écologique où tout le monde a une place et il n'y a pas un professionnel pour la personne polyhandicapée pour respecter vraiment son bien-être. Ce sont plusieurs professionnels et plusieurs personnes, notamment la famille en premier lieu, évidemment, qui accompagnent la personne polyhandicapée. Alors, sur les méthodes, je pense qu'on a répondu. Alors, je vois, que pensez-vous de l'utilisation de la méthode PECS, Teach, à l'origine destinée aux personnes autistes auprès des enfants polyhandicapés, après évaluation par Comvor? Je redis, hein, pour toutes les évaluations, je vois l'approche basale et de rééducation intensive. Je dis juste, attention, on ne peut pas penser, comment vous dire, une évaluation qui est mise en place n'est pas valable pour tous. Donc, c'est à personnaliser. Donc, si vous avez, par exemple, si la méthode PECS, ça a été évalué, ça fonctionne pour une personne polyhandicapée, eh bien, très bien, elle peut être mise en place. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va fonctionner pour toutes les personnes qui sont accueillies au même moment dans cet établissement. Ça veut dire qu'il faut faire à chaque fois des évaluations. Alors, je vois une question, qu'en est-il de l'évaluation de la déficience intellectuelle auprès des personnes concernées par une situation de handicap complexe de communication? Eh bien, ce n'est pas simple, non? On sait très bien que ce n'est pas simple et que là, justement, il faut que ça soit adapté à chaque fois à ce qu'on se dit. Vous allez voir, je dis toujours, par exemple, vous prenez un enfant qui a, je dirais, une dyslexie sévère, par exemple, vous l'emmenez chez un orthophoniste pour faire une évaluation. Si l'orthophoniste n'est pas bien spécialisé dans la dyslexie, il pourra passer à côté d'une dyslexie. Et ça, on l'a vu. Quelque part, ce que je dirais, c'est qu'il faut trouver les professionnels, et ce n'est pas simple, je sais, je vous l'accorde, il faut trouver les professionnels qui connaissent un minimum le polyhandicap. Il y a des évaluations, si on ne connaît pas
si on ne connaît pas, je dirais, que ce soit le polyhandicap, que ce soit autisme, que ce soit je dirais, handicap psychique, que ce soit le trouble du développement intellectuel, si on ne connaît pas les spécificités de ces personnes, ça peut être un professionnel, malgré sa formation, il pourrait être en difficulté pour faire ces évaluations. Donc, il faut connaître un minimum de quoi il… qu'est-ce qui se passe pour une personne polyhandicapée au niveau de ce cerveau, comment elle réagit, comment elle… je dirais, il faut connaître assez finement la personne pour pouvoir faire cette évaluation. Sinon, oui, ça peut être très, très compliqué. Alors moi, je voyais des questions. Je peux peut-être en regrouper deux. Là, comment concrètement contribuer aux recommandations de bonne pratique de la HAS et pouvons-nous rejoindre votre groupe de travail? Alors, comment contribuer aux recommandations? Donc déjà, il y a plusieurs moyens. On va dire que sur les recommandations polyhandicap, n'hésitez pas à diffuser, à en parler autour de vous. Après, je ne sais pas si c'est un professionnel, une famille qui a posé cette question-là. En tout cas, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à aller les voir, à aller les lire et à travailler sur des thématiques en particulier. Enfin voilà, plus elles sont connues, plus on en parle, mieux ce sera pour les personnes concernées. Après, pour rejoindre notre groupe de travail, donc là, sur cette thématique du polyhandicap, c'est un petit peu tard. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir sur le site de la HAS, quand on fait des appels à candidature, justement, pour participer au groupe de travail. Comme vous le disiez, Christiane, en début de présentation, on constitue des groupes de travail, on ne travaille pas entre nous, donc on essaie d'associer vraiment un groupe qui rassemble tous les profils d'accompagnants et même les personnes concernées quand c'est possible. Là, pour le polyhandicap, on aurait bien souhaité le faire, mais c'était pas possible étant donné le public auquel on s'adressait. Mais voilà, n'hésitez pas à voir parce qu'on publie les appels à candidature sur le site de la Haute Autorité de Santé. Et voilà, que vous soyez professionnel de terrain, que vous soyez institutionnel, famille ou personne concernée, voilà, on essaie de répondre et de constituer un groupe qui soit le plus complémentaire possible. Et donc, chacun peut participer au groupe de travail. Après, tout dépend des thématiques qui vous intéressent. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question concernant l'adaptation au vieillissement. Effectivement, c'est traité dans la recommandation. Il y a une partie, vous savez, on avait dit qu'on partait du parcours de la personne polyhandicapée. Donc, on traite à un moment des transitions et on sait que le vieillissement est quand même une transition, même si c'est pas une transition, je dirais, un instant T. Et cette transition-là, elle est quand même importante. En tout cas, oui, on traite de cette question. Il y a vraiment des évaluations. Alors, c'est vrai que vous allez dire, mais elle nous parle que d'évaluation. Mais je trouve qu'à partir des évaluations, on accompagne mieux la personne. Donc, il y a des choses, vous savez très bien qu'avec le vieillissement, il y a des choses qu'on ne fait plus ou qu'on fait moins. Et donc, je dirais que quand on est habitué dans le quotidien à faire certaines choses, il faut faire attention, il faut pouvoir évaluer pour voir si la personne polyhandicapée, eh bien, elle peut toujours les faire. Parce qu'avec le vieillissement, il y a des choses, il peut y avoir on sait, il y a une dégradation de l'état de santé, donc il y a des évaluations qui sont importantes à faire au moment du vieillissement. Et puis après, je dirais, dans les gestes de la vie de tous les jours, il y a des choses qu'on fait moins parce que voilà, on est un peu plus, on est moins vif pour faire les choses, donc il faut être vigilant. Donc je dirais que pour traiter cette adaptation vieillissement, il faut vraiment refaire des évaluations. Après, concernant les établissements, c'est vrai qu'il y a une question qui se pose. Les personnes polyhandicapées vivent maintenant de plus en plus longtemps et c'est tant mieux. Et aujourd'hui, il se pose la question de l'établissement, comment on accompagne mieux les personnes qui sont les personnes polyhandicapées vieillissantes. Donc cette question, elle se pose. Je n'ai pas la réponse, à part celle d'évaluer pour mieux accompagner et accompagner aussi ces personnes qui sont vieillissantes. Ça, c'est quand même important. Et je dirais, ne pas le faire, ça serait vraiment passer à côté d'un accompagnement correct pour la personne polyhandicapée. J'ai vu une question qui demandait si on avait des espaces éthiques pour les libéraux. Je dirais que moi, je serais en libéral. Voilà. Haute autorité de santé en libéral, j'irais de se rapprocher de l'ARS pour voir si ces espaces éthiques existent. Et puis, si vous connaissez les établissements des établissements médico-sociaux, leur demander aussi. Mais je dirais que normalement, en se rapprochant de l'ARS, elle pourrait vous dire si sur le territoire, il y a connaissance d'espaces éthiques. Il y a une question aussi sur les arguments pour former les équipes à la communication des personnes polyhandicapées. Des arguments, il y en a plein. Ne serait-ce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les placer en tant que citoyens et leur donner une vraie place
décideurs de leurs soins, de décideurs de ce qu'ils veulent faire là tout de suite maintenant, de ce qu'ils veulent manger, de ce qu'ils veulent comme activité, de ce qu'ils veulent comme sortie. C'est arrêter de décider pour eux et arrêter aussi les interprétations. Je reviens dessus, hein, les interprétations c'est toujours très compliqué, et si on est 2 à se mettre autour de la personne, on peut être 2 à avoir 2 interprétations différentes, et si on est 10 ce sera pareil. Donc former les équipes à la communication, pour moi, c'est la base, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. De toute façon, la communication, c'est le levier de tous les apprentissages. C'est vraiment un message essentiel qu'on a cherché à mettre en avant au sein du groupe de travail. Les apprentissages, ils sont possibles tout au long de la vie. Donc, oui, la communication, c'est vraiment la base. Et aussi, vraiment, ce qui va être important, c'est dans les structures adultes, type masse, principalement, femmes aussi, mais un peu moins peut-être pour les personnes polyhandicapées, continuer afin qu'il y ait un vrai lien, en fait, entre la structure enfant et la structure adulte, et trouver des systèmes locaux qui puissent permettre, donc peut-être, comme disait Christiane là à l'instant, avec les ARS, peut-être trouver des systèmes qui vont permettre vraiment une vraie transition entre l'établissement enfant et l'établissement adulte, et entre l'établissement adulte et adulte vieillissant. En tout cas, pour compléter ce que dit Laura, la communication, effectivement, c'est la base. Et donc, peut-être que pendant longtemps, on a pensé la personne polyhandicapée sans penser la communication, en se disant, on était dans quelque chose d'une réflexion, on disait, elle est fragile, on va faire attention à elle. Donc, on a soigné pendant longtemps. Sauf qu'on voit bien que les familles ont développé d'abord de la communication avec leur enfant et l'enfant devenu adulte. Donc, oui, c'est la base, et pour pas faire à la place d'eux. Dans les recommandations, on vous met bien que la communication, c'est pas le langage oral. Il faut faire attention, quand on parle de communication, il y a plusieurs façons de communiquer, et la gestuelle est à prendre en compte aussi dans cette communication. En tout cas, pour nous, tous les professionnels aujourd'hui devraient avoir cette réflexion-là, devraient être aidés d'ailleurs, être accompagnés pour cette réflexion qui doit être portée par l'organisation. En tout cas, je vous dirais juste un petit exemple. On vient de faire un pilote sur une enquête de satisfaction qui concerne les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Et là, sur le pilote, il y avait des personnes polyhandicapées qui ont participé à ce pilote. Et avec leur communication, elles ont pu participer à un pilote. Donc, c'est quelque chose de très, très important pour nous. Et on a des résultats. Et donc, il ne faudrait vraiment pas passer à côté. Il ne serait pas normal aujourd'hui, en 2021, de se dire, on laisse une personne polyhandicapée sans communication, qu'on n'a rien mis en place pour qu'elle puisse communiquer, pour qu'on puisse rentrer en interaction avec elle. Ça serait vraiment pas normal. J'ai une question sur les familles. Sophie en a beaucoup parlé tout à l'heure aussi sur qu'est-ce que les familles peuvent attendre de ces recommandations. On espère vraiment, et c'était vraiment une volonté de tout le groupe de travail. Et je rappelle, il y avait des familles dans le groupe de travail aussi. Hein, ce lien qui doit être fait entre l'établissement et la famille. Et une place qui est redonnée. Il y a souvent des discordances entre ce qui se passe à la maison, ce qui se passe sur le centre. J'aurais tendance à dire que c'est normal. Il peut pas se passer exactement les mêmes choses, et c'est pas le même contexte, c'est pas le même environnement, c'est pas les mêmes distracteurs, c'est pas le même contexte sensoriel non plus. Donc évidemment, c'est des choses, c'est des éléments vraiment à prendre en compte. Et ce regard croisé des familles et des professionnels qui accompagnent au quotidien les personnes, il est vraiment à mettre en évidence et à porter pour améliorer le bien-être au quotidien de la personne. Bien, merci beaucoup, Laura. Donc, nous avons eu quand même pas mal de questions. Nous avons essayé de répondre au maximum à ces questions. Vous avez été nombreux à assister à ce webinaire, donc je vous remercie beaucoup. Cette conférence sera à redécouvrir sur le site de la Haute Autorité de Santé avec la présentation complète et la FAQ. Donc, s'il reste des questions, nous allons y répondre assez rapidement. Et puis donc, n'hésitez pas à remplir notre questionnaire de satisfaction. Et toute l'équipe de la Haute Autorité de Santé vous souhaite un bon après-midi. Merci beaucoup et on reste à votre disposition. À bientôt.